Parcourir la maison dans le noir m'était étonnamment plus facile qu'en plein jour, sans doute parce qu'ainsi je ne voyais pas les atroces et accusateurs visages peints qui recouvrant les murs. Hélas, au moment où j'arrivais en bas de l'escalier, je ne pus empêcher la lampe torche de dévoiler l'un des portraits. Rien n'aurait pu me préparer à l'horreur qui m'envahit alors. Rien n'aurait pu atténuer la vision dévastatrice pour mon esprit qu'à m'imposa la lumière. Nul n'aurait pu endurer le tourment qui se déchaîna en moi sans en être profondément marqué pendant toute la durée de son existence, sans voir tout ce en quoi il avait toujours cru, ravagé comme après le passage d'un orage tropical. Nul artiste n'aurait pu supporter sans séquelles irréparables la vue d'une telle abomination, d'un tel défi à la logique humaine. En un instant, toute une parcelle de mon être, celle à laquelle je tenais le plus au monde, disparut dans une faille béante, à jamais. Car ce portrait était mon portrait, et la tristesse intense qui transpirait des yeux peints n'était pas celle, comme je l'avais alors cru naïvement, de la perte d'un être cher. Non, cette tristesse était celle de l'artiste qui a perdu à jamais tout son art. Je ne sais combien de temps je restai prostré là, la lampe braquée vers le tableau, les émotions tourbillonnant dans mon esprit à la dérive, les bras ballants et les jambes raides. Je fixais le mur, sans voir quoi que ce soit, aveugle à ce qui se passait dans le monde, tentant, tant bien que mal, de me raccrocher à un semblant de raison. J'eus vaguement l'impression d'entendre un cri que je ne sus qualifier. Masculin ou féminin, extatique ou horrifié, et auquel je ne prêtais que peu d'attention. Ce fut un bruit pourtant infime qui me tira de mon état de choc, celui d'une porte que l'on ferme. Instinctivement, je sus qu'il s'agissait de la porte de l'atelier du peintre. Me souvenant de ma quête, qui consistait à retrouver ma femme, j'avançai le plus silencieusement possible dans le salon. La baie vitrée était grande ouverte, et du fond de jardin provenait une lueur étouffée. Cependant, ce qui attira mon attention reposait sur la table. Il s'agissait d'une note que je lus. Je reconnus du premier coup d'œil l'écriture de Clémence, et ressentis comme un coup de poignard au cœur lorsque j'eus pris connaissance du contenu de la lettre. En effet, ma femme m'informait qu'elle ne voulait plus vivre avec moi, que notre mariage avait été une énorme erreur, et qu'elle désirait disparaître, à jamais, de mon existence. Une seule chose m'empêcha de m'écrouler sur une chaise et de pleurer toutes les larmes de mon corps, effondré devant ce deuxième pan de ma vie qui s'écroulait en moi, faisant de mon être un vaste marécage dont toutes les fragiles habitations sur pilotis auraient été englouties. La curiosité. Je ne comprends toujours pas comment je parvins à pousser mes membres à se mettre en marche pour enfin toucher la vérité du peintre de Bordeaux. Je me demande encore où je réussis à puiser les ressources pour écarter une terreur que je n'avais jamais ressentie auparavant, afin de me rapprocher furtivement de l'atelier. Je ne saurais sans doute jamais quel sentiment, inconscience, folie, mut mon bras et le fit pousser doucement la porte, me permettant de jeter un œil dans le mystérieux cabanon. Ce que je vis alors n'avait, en soi, rien d'effrayant. Couplé à tout ce qui avait pu se passer en une nuit, il suffit à transformer ma terreur, contenue en une peur panique qui, enfin, provoqua ma fuite éperdue. Le peintre a posé la dernière touche à une toile très simple, qui représentait ma femme d'une façon si fidèle que je croyais au départ qu'elle se trouvait face à lui. Mais ce n'est pas tant ce réalisme de mauvais aloi qui me bouleversa, mais plutôt l'expression du visage. La bouche était figée dans un idus ricteux, les yeux exorbités, les narines dilatées, la peau d'une pâleur cadavérique ne faisait que répondre à quelques touffes de cheveux blancs qui tombaient çà et là sur un front affaissé et ridé. Le tout donnait le sentiment d'une femme vieille prématurément. Pourtant, ce visage conservait une vigueur malsaine, et j'eus l'impression que ses yeux, emplis d'une féroce malignité, me dévisageaient. C'est à ce moment-là, alors que le peintre se retournait, que je pris mes jambes à mon cou. Pourtant, cette scène ne fut rien à côté de celle qui suivit, avant que je ne sorte précipitamment de la maison du peintre, mes bagages à la main, sous les regards soudain hilars des tableaux. Comme je l'ai dit plus tôt, après avoir quitté le lieu qui avait brisé ma vie, j'errais comme un fou dans le parc, hurlant le nom de Clémence à la lune, qui refusait de se montrer. Je ne sais pas ce qui arriva ensuite. Je suppose que quelqu'un appela des policiers, que ceux-ci me raccompagnèrent chez moi, à Paris, lorsqu'ils m'eurent reconnu. Peu importe la suite des événements. Aucun autre événement ne restera inscrit de façon aussi indélébile dans un coin de mon esprit, celui que je perds définitivement cette nuit-là. Lorsque je pris la fuite à travers la maison,
j'eus le réflexe indécent de monter une dernière fois dans ma chambre, pour récupérer mes affaires. Jamais, au grand jamais, je n'aurais pu commettre une faute plus gravement destructrice pour mon esprit, déjà férocement atteint, et, je l'avoue, probablement au bord de la folie. Malgré mon empressement, je me refusai à allumer la lampe principale, et je me contentai de la lampe de chevet. Je fourrai, par de grands gestes désordonnés, tous mes vêtements dans la valise, et en oubliant la moitié au passage de mon affolement. Hélas, au moment où je m'apprêtais à sortir, je levai les yeux. Ce fut ma pire erreur. On choisira si l'on veut croire ce qui suit ou non. À l'époque, je l'ai fait, pris dans une spirale vicieuse de terreur. Aujourd'hui, je me demande si ce n'est pas une vision qui créa mon esprit, éprouvé pour compléter ce qui semblait être une succession de sortilèges et de maléfices à mon encontre. Cependant, chaque nuit, cette image me hante et me ronge, et je sais qu'Emmanuel Adam finira sa vie en asile, s'il ne périt pas de folie avant. Mais peu importe, car je veux révéler la vérité. Couche sur papier ce qu'il est impossible de reproduire, l'inimaginable. Pour la mémoire de celle qui me quitta cette nuit-là, je veux dévoiler ce que je vis alors, en levant les yeux, à cet instant précis. La chaîne de la fresque était complète, et le dernier maillon qui avait permis de le refermer était le visage de ma femme, celui que je venais de voir quelques minutes plus tôt dans l'atelier, maudit du peintre de Bordeaux. Cette figure vieillie, que je reconnus pourtant instantanément, se moquait de moi comme les autres. Mais cette moquerie me transperça le cœur, et alla fouiller dans les tréfonds de mon âme pour la retourner, et la dévaster. Cette vision ne faisait cependant que précéder le pire. J'avais enduré tant d'événements cette nuit, que ma raison mit un court moment pour saisir toutes les implications que ce visage dément engendrait. Ma femme était dans la fresque. Je ne veux pas m'interroger plus longtemps sur ce qui n'a de cesse de me tourmenter depuis cette nuit-là. Était-ce vraiment ma femme, cette figure ridée et émaciée qui ricanait à la faible lueur de la lampe? Était-ce Clémence qui avait poussé le cri auquel je n'avais prêté aucune attention? Aujourd'hui, je me dis que ma femme, éblouie par tant de génie, me peut-être quittée parce que je n'en avais pas assez pour elle. Après avoir posé pour le peintre, elle se serait sauvée la nuit pour ne pas avoir à affronter mon chagrin. De même, j'essaie de me convaincre que le visage que j'avais vu au plafond, sur la fresque, n'était pas soudainement apparu, mais était resté dissimulé dans l'ombre la première fois que je l'avais contemplé celle-ci avec ma lampe de poche. Pourtant, mon être ravagé ne peut se résoudre à accepter les propositions pleines d'espoir que me propose la raison. Il ne peut s'empêcher de refuser ces coïncidences trop nombreuses, d'admettre que mon esprit, certes doté d'une imagination fertile, a inventé les sentiments d'horreur qui m'ont de plus en plus submergé au cours de la nuit. Pourquoi ne puis-je plus aligner une dizaine de mots sans aussitôt remarquer leur fadeur, sinon parce que le peintre m'a absorbé mon art par sa peinture et son talent? Comment expliquer qu'il ait représenté ma magnifique femme comme une grand-mère effrayante de malignité, de façon si réaliste et si visionnaire? Plus simplement, deux questions n'auront de cesse de me hanter jusqu'à ma mort, de me torturer jusqu'à la folie. Qu'est devenue Clémence? Et surtout, qu'est devenu mon art? Voici la nouvelle que je te dédie, Stéphane. Puisses-tu répondre à mes interrogations avant que je ne disparaisse de ce monde, après que tu m'aies chassé du monde des idées.